très heureux de vous présenter Nelly Waxman, qui aborde une autre problématique extrêmement fréquente dans notre quotidien soignant, c'est donc accepter que le patient refuse des soins, et donc elle propose donc avoir le droit de refuser les soins. Donc, tu as la parole pour 10 minutes. Je m'appelle Nelly Waxman, je suis médecin au service du docteur Dorina depuis le mois de mai. Je vous propose une présentation sur le refus de soins. Je vous propose avec beaucoup d'humilité de vous faire part de ma propre expérience. Je vous présenterai des généralités sur les réflexions éthiques menées autour du refus de soins, et j'illustrerai mon propos à l'aide de situations cliniques. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de refus de soins chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer? De manière générale et habituelle en médecine, lorsqu'on parle de la problématique de refus de soins, on parle de refus d'exploration complémentaire comme un scanner, refus de traitement comme une chimiothérapie, le refus d'un régime pour les patients diabétiques ou le refus d'une intervention chirurgicale. Tous ces problèmes peuvent être rencontrés chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, mais ici mon propos concerne des soins qui sont quotidiennement proposés par les soignants, comme la toilette, l'alimentation ou la prise des médicaments. Déjà quelques généralités sur la réflexion éthique qui est menée notamment par l'espace éthique Alzheimer autour de la capacité décisionnelle des patients atteints de maladie et autour du refus de soins. La notion de refus implique la notion de consentement, parce que le refus, à ce moment-là, est vu comme un non-consentement du patient. Pour consentir, comme pour refuser, il faut être en possession de son autonomie. L'autonomie peut avoir plusieurs sens, mais dans son sens littéral, correspond à obéir à sa propre loi. Et il faut être en possession de son discernement. Les patients Alzheimer n'ont plus, ou du moins sont en perte d'autonomie et de discernement, et pourtant on leur reconnaît une capacité décisionnelle, une capacité d'expression de leurs désirs et de leurs besoins. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'illustrer mon propos à l'aide de 3 situations cliniques que je vais d'abord vous présenter, et on reviendra par la suite sur ces situations. Donc, il y a le cas de Monsieur S, qui est un patient de 90 ans, qui a une maladie Alzheimer au stade évolué. C'est un ancien Français d'Algérie, il était entrepreneur, il vivait jusqu'à présent avec son épouse. Depuis son hospitalisation, il refuse l'échange, la toilette intime, et pendant les soins, il crie et pleure. On reviendra par la suite sur le cas de Monsieur S. Madame W a 86 ans, elle a une maladie d'Alzheimer au stade moyen. C'est une femme d'origine colombienne, elle a étudié l'histoire de l'art, elle n'a pas travaillé, elle vivait jusqu'à présent avec son époux. Pendant son hospitalisation ici à Bretonneau, elle refuse de s'alimenter. Ça provoque des drames lors des repas parce que comme elle est dénutrie, les soignants l'incitent à manger, elle se débat et elle crie. Enfin, le troisième cas, Monsieur C, qui a 96 ans, qui est atteint d'une démence mixte à un stade avancé. C'est un patient d'origine roumaine, un ancien ingénieur. Il a vécu en Roumanie sous le régime de Ceausescu. Il a quitté la Roumanie il y a environ 40 ans. Il vit en France avec son épouse, avec qui il vivait jusqu'à son hospitalisation. À domicile, il présentait des symptômes comportementaux majeurs avec une agressivité. Il a souvent été violent au point que sa femme a dû appeler la police parce qu'il avait pris une arme et l'a menacé. En hospitalisation, il a toujours les mêmes troubles, les mêmes symptômes comportementaux et il refuse de prendre ses traitements. Donc, ce sont des situations qui sont couramment rencontrées dans le service de psychogériatrie et qui sont des situations fréquentes même à domicile. Donc, comment s'aider, comment réagir face à ces situations? Déjà, on peut regarder l'éclairage légal. Alors, que nous dit le législateur?
que déjà le code de déontologie qui nous demande de recueillir le consentement du patient pour tout soin. Lorsque le patient est sous protection juridique, il faut recueillir le consentement de son représentant. Et la loi Leonetti, qui concerne les patients en fin de vie, nous dit que lorsque le patient n'est plus en capacité de s'exprimer, à ce moment-là, c'est la personne de confiance qui va s'exprimer à sa place. Donc là, pour des problèmes de changement, de protection, de refus d'alimentation ou de refus de traitement, le cadre légal ne nous aide pas. Et donc nous allons devoir nous orienter vers d'autres axes de réflexion. Nous avons on peut s'appuyer sur des travaux éthiques, notamment la charte Alzheimer éthique et société qui a été actualisée en 2011, qui prend des engagements auprès des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et qui nous permet de nous donner quelques éléments de réponse. Les deux premiers engagements de la charte nous engagent à reconnaître le droit de la personne malade à être, ressentir, désirer, refuser. Le deuxième engagement est de respecter le choix de la personne malade. Donc on a déjà ce premier éclairage qui nous oriente à respecter le choix du malade. Ensuite, on a le principe de bienfaisance. Aussi paternaliste et critiquable soit-il, le principe de bienfaisance nous oblige, en tant que médecin, à agir dans l'intérêt du malade. Ensuite, il y a les directives anticipées. Si elles ont été données, écrites officiellement, ou alors si on se base sur ce que souhaitait le patient, ou ce qu'aurait souhaité le patient. Comme on l'a vu auparavant, c'est une problématique qui est périlleuse ou qui est du moins discutée, savoir est-ce qu'il faut privilégier le patient tel qu'il était avant la maladie ou privilégier son confort actuel de la personne malade qui elle-même, même malade, est respectable. Maintenant, je vous propose de voir concrètement l'attitude qui est proposée dans le service face au refus de soins. Déjà, on a une démarche clinique avec l'examen physique. On recherche, par exemple, dans le cas de l'anorexie, une cause organique comme une altération de l'état général. Si le patient, pour les soins qui impliquent une mobilisation du malade, on cherche est-ce qu'il y a une douleur qui pourrait expliquer que le patient refuse d'être mobilisé. On recherche également un syndrome confusionnel qui pourrait expliquer, dans le cas de M. C, par exemple, pourquoi est-ce qu'il est aussi agité et délirant. Ensuite, on a une démarche psychologique. On écoute ce refus de soins, on cherche à le comprendre. On cherche à comprendre est-ce qu'il y a par exemple un malaise, quelque chose que le patient essaye de nous exprimer à travers ce refus de soins. Et on enquête sur les habitudes de vie grâce à la famille qui nous donne des indications sur ce que la personne était, souhaitait et comment elle se comportait auparavant. Évidemment, cette démarche est collégiale. Maintenant, je vous propose de revenir sur les cas. Un monsieur S, je vous rappelle, pleurait pendant l'échange. À l'examen, on s'aperçoit qu'il présente une mycose importante au niveau des parties génitales. Donc c'est pour ça qu'il pleurait et qu'il refusait l'échange. Donc nous avons proposé d'arrêter le port de protection, du moins lorsqu'il est au lit, afin de diminuer la fréquence d'échange et de limiter la macération afin qu'il ait une guérison de sa mycose. Madame W, je vous rappelle, refusait de s'alimenter. En fait, après enquête auprès de sa belle-fille, on découvre que Madame W a toujours fait très attention à son apparence physique, à son poids, et a toujours contrôlé ses prises alimentaires, parfois jusqu'à l'épuisement, ce qu'on appelle l'orthorexie. Et donc, dans le service, bien qu'elle soit dénutrie, avec une albumine inférieure à la normale, elle n'est pas incitée à manger. On lui a proposé des compléments protidiques qu'elle a refusés et on a respecté son choix. Enfin, M. C, qui, je vous le rappelle, refusait les traitements, était très agressif à domicile, violent. Dans le service, il est méfiant, il a un délire de persécution. À plusieurs reprises, il a menacé les soignants. Il s'est armé, on n'arrive absolument pas à rentrer en contact avec lui et à débuter une démarche de soins.
Son épouse, elle, pense qu'il y a un lien avec leur histoire, avec leur vie sous dans la Roumanie de Ceausescu. Et le patient est resté, selon elle, très méfiant et craint pour sa vie. Malgré tout, malgré cette explication, le traitement semble nécessaire et donc je vais sûrement faire rincer des dents, mais le traitement a été introduit à son insu, a été mis dans la confiture parce que c'est ce qu'il préfère. Et sa femme a été informée de la prise de médicaments à l'insu de son mari. Elle est d'accord, elle a été informée des effets secondaires du traitement et elle accepte cette prise en charge. Maintenant, on pourra éventuellement évoluer dans une prise en charge, maintenant que le patient est plus calme, il est toujours dans le service. Maintenant qu'on a établi une relation de confiance, on pourrait évoluer dans la prise en charge et par exemple lui proposer dorénavant le traitement et lui présenter sans lui cacher. Donc en conclusion, le refus de soins doit être écouté, on doit essayer de le comprendre, on doit chercher les causes, parvenir à un compromis, même si Mme Hervé disait que ce mot le trouvait inapproprié. Ensuite, quand on parle d'impliquer les proches, il faut être très humble. On n'implique pas seulement les proches. Disons que là, dans les 3 exemples que j'ai donnés, ces 3 patients vivaient jusqu'à présent avec leur conjoint, qu'ils connaissent depuis très longtemps, qui les a pris en charge, qui les a aidés, qui a été confronté eux-mêmes au refus de soins à domicile. Et les familles ont énormément de choses à nous apporter, comment eux ils ont réagi, comment eux ils ont trouvé des solutions face au refus de soins. Nous sommes en difficulté face à ces prises en soins, ces patients nous mettent en difficulté. Ce sont aussi des malades qui nous apprennent, et comme disait mon chef de service, c'est avec des patients difficiles qu'on fait de bonnes équipes. Cache-toi. Et donc, en refusant les soins, les patients expriment leur individualité, expriment leurs différences, et nous rappellent qu'on doit individualiser nos prises en charge et proposer aussi une réflexion en équipe autour de ces problématiques éthiques. Merci.